Sac passé les Captain Emmanuel de Captain Dev, on se retrouve pour l'épisode numéro 3 de ce devlog, allez c'est parti. Aujourd'hui on va parler de comment choisir une librairie. Tu as sûrement déjà eu le cas quand il s'agit de développer un projet, tu as besoin d'utiliser des librairies pour réutiliser du code. Et donc la question qu'on se pose régulièrement c'est quelle librairie choisir pour quel cas d'utilisation et compagnie. Moi, je pense que la question, elle est vite répondue. Je serais tenté de dire que la question est vite répondue mais c'est pas exactement ça. Dans cette vidéo, je vais te raconter tous les critères que j'utilise pour choisir une librairie. Il y en a qui sont assez subjectifs, ça va dépendre de la techno que tu utilises bien sûr, ça va dépendre de ton projet, du projet dans lequel tu veux l'intégrer. Tous ces critères ils vont te servir si demain tu dois choisir une librairie pour un ou plusieurs projets. Et en fait, il faut bien que tu comprennes qu'il y a toujours des compromis à faire, il y a toujours des contreparties et qu'il n'y a pas de choix parfait. Juste avant, si tu ne me connais pas et que tu rejoins cette série en cours de route, moi c'est Emmanuel, t'es sur la chaîne Captain Dev, ici je t'aide à devenir un meilleur développeur, donc n'hésite pas à t'abonner en cliquant sur le bouton juste en dessous. Pour rentrer un peu plus dans les détails, on va parler de tous les critères que j'utilise pour choisir une librairie. Ensuite, je vais te parler de FFmpeg et de Video.js, c'est deux librairies qui vont m'être utiles dans mon projet. Et je vais te dire à la fin de la vidéo si oui ou non je les sélectionne. Petit aparté, pourquoi on utilise des librairies? En fait, ça te permet de réutiliser du code qui a été produit par d'autres personnes. Tu verras que selon les cas, ça peut être plus ou moins intéressant. Après, ça, c'est vraiment à toi de voir, c'est vraiment à toi de décider. Premièrement, quand je cherche une librairie, mon premier réflexe, c'est de chercher sur Google et sur GitHub. GitHub, c'est une plateforme qui héberge énormément de code, ça, tu dois la connaître, j'imagine. Du coup, on va parler de ce que j'appelle et ce que beaucoup de gens appellent l'indice GitHub. Si tu veux, l'indice GitHub, c'est un peu la vanity metrics qui me permet déjà de porter mon attention ou pas sur une librairie. Et pour ça, on va utiliser différents indicateurs. Premier indicateur, ça va être le nombre d'étoiles, le nombre de stars du projet. En gros, quand tu démarres sur GitHub et que tu suis des projets, tu vas venir mettre une star sur un projet, ça permet de dire que tu aimes ce projet entre guillemets. Et du coup, un projet qui a beaucoup d'étoiles GitHub, c'est que c'est un projet qui a intéressé à un moment donné de son existence beaucoup de personnes. Attention avec cette métrique, elle peut être un peu faussée. Si je te prends par exemple l'exemple du framework Meteor, qui a atteint assez rapidement les 40 000 étoiles sur GitHub, ce qui est déjà énorme, finalement, plus grand monde en fait. Le projet reste quand même intéressant, même s'il y a certaines parties qui sont un peu dépassées. Mais du coup, voilà, il faut bien comprendre que si le projet vient d'avoir toutes ces étoiles, c'est intéressant. C'est pour ça que ça peut être intéressant de suivre sur le moyen et long terme un projet. Si c'est un projet qui les a eus il y a quelques années et que c'est plus d'actualité, les gens vont pas avoir le réflexe d'enlever les étoiles. Deuxième chose, je vais voir le nombre de forks. Alors le fork, ça te permet déjà de venir contribuer à un projet. C'est une façon de pouvoir copier le repository dans ton compte perso et après tu peux le garder lié pour pousser des modifs et faire des pull requests. Ça pareil, ça peut démontrer un certain intérêt de la communauté, mais il faut quand même se méfier parce que moi par exemple j'ai tendance à forker des projets pour pas les oublier et être sûr de les retrouver. Donc tu vois, c'est des trucs à prendre en compte, mais il faut pas jurer que par ça. D'où le terme vanity metrics. Un truc que peu de gens regardent, c'est les derniers commits. Les derniers commits, ça te permet de voir si oui ou non ton projet est encore maintenu, s'il y a encore de l'activité. C'est assez rare qu'un projet n'ait pas besoin de modifications, n'ait pas besoin de bug fix. Et dans le meilleur des cas, même s'il n'y a plus besoin de modifications, potentiellement il y a besoin de commit de montée de version pour mettre à jour les dépendances par exemple. Donc ça c'est un indicateur qui va me permettre de savoir si mon projet est encore vraiment activement développé. Peu importe ce que peut dire la doc, peu importe ce que peut dire le site web du projet, si tu veux un site web, tu ne le mets pas à jour, tu le laisses en ligne, on peut avoir l'impression qu'on découvre qu'il est encore d'actualité, c'est pas toujours le cas. Après ça, je vais regarder les issues. Les issues, en fait, c'est quand tu as un problème, tu crées une issue, tu décris ton problème, et le but, c'est de bosser ensemble avec tous les autres contributeurs et la communauté pour pouvoir le régler. Pareil, cette métrique-là, il faut faire attention parce qu'elle est aussi à double tranchant. Un projet qui a beaucoup d'issues n'est pas forcément un projet qui est mal maintenu. Je te prends l'exemple des frameworks, quand ils apparaissent, il y a énormément d'issues parce que tout le monde s'y intéresse d'un seul coup et du coup ça crée beaucoup d'attention sur le même projet, tu peux avoir des doublons et là il y a beaucoup de travail de la part des contributeurs autour du fait de pouvoir labelliser correctement les issues. Après ça je vais rentrer un peu plus dans le vif du sujet, ça va dépendre de l'importance de la librairie bien sûr. Autre chose que je vais essayer de prendre en compte c'est d'essayer de trouver comment sont gérés les contributeurs. Est-ce que c'est un développeur dans son coin ? Est-ce que c'est un projet open source où il y a une boîte derrière qui vend un service commercial
basé sur ce projet open source? Est-ce qu'il y a une organisation à but non lucratif derrière? Tout ça, c'est des informations qui peuvent être intéressantes parce que ça va influer sur la gestion des contributeurs et donc la vie du projet. Je te prends un exemple tout bête, React par exemple, qui est un projet à la base créé par Facebook. On sait derrière qu'il y a une très grosse boîte qui utilise son outil à grande échelle, donc je m'en fais pas tant que ça pour l'évolution. Alors attention, tout ça, ça veut pas dire que parce que c'est Facebook, il y aura aucun problème. Je te prends l'exemple d'Angular, qui a été à la base développé par des équipes Google. Quand ils ont annoncé la version 2, je sais pas si tu te souviens, il y a eu pas mal de couacs. D'abord, on annonce AdScript, qui est un truc que personne connaît, qui a été créé un peu à partir d'un demi-standard. Ensuite, retournement de situation, on annonce qu'on passe sur TypeScript. Après, on nous annonce qu'il n'y a pas forcément de chemin de migration hyper simple. Donc tout ça, ça crée de la friction dans la communauté qui fait que les gens peuvent abandonner un projet. Tout ça, c'est un truc à prendre en compte selon l'importance que tu vas donner à la librairie dans ton projet. Dernier point de l'indice GitHub qui n'est pas forcément lié à GitHub directement, ça va être la taille de la communauté. Tu peux avoir le meilleur projet du monde s'il n'y a personne pour l'utiliser, s'il n'y a pas de communauté derrière, ça peut être un risque pour toi parce que ça va être à toi d'encaisser tous les bugs. Et moi, la communauté, je la vois vis-à-vis de ce que je trouve sur Internet, de ce que je trouve comme contenu. Ça peut être des articles, ça peut être des vidéos, ça peut être des podcasts potentiellement, ça peut être le nombre de réponses sur Stack Overflow. Tout ce qui est finalement publié autour de cette librairie peut avoir un impact sur ma décision. Un truc tout bête, si tout le monde dit que c'est naze, peut-être que je vais pas forcément me jeter dessus. Si tout le monde dit que c'est génial, forcément je vais avoir tendance à regarder ce qui se passe. Et pourquoi il y a tant de gens qui s'y intéressent, ça veut pas forcément dire que je vais plonger dedans. Mais tout ça, c'est des petites questions qu'il faut se poser et ça te permet d'avancer, ça te permet de te créer ta propre opinion autour du produit et bien sûr, il faut la tester. La question que je me pose, c'est finalement, si je parle pas comme ça à la caméra en mode vlog, est-ce que c'est vraiment un devlog? Pas trop sûr. On va voir ça. Maintenant qu'on a vu l'indice GitHub, il faut que je réfléchisse un petit peu. Bien réfléchi, maintenant il va falloir essayer de parler un peu de la technique. Première chose, est-ce que la librairie fournit à chaque fois qu'il y a une montée de version des chemins de migration? En fait, c'est une sorte de petite documentation qui te dit comment mettre à jour ton software, comment mettre à jour ta librairie, quels sont les changements qu'il y a à faire. Potentiellement, tu peux automatiser ces montées de version quand c'est juste, je sais pas moi, des noms de fonctions à remplacer et compagnie. D'ailleurs, il y a un outil qui s'appelle CodeMod, je sais plus exactement si c'est un outil ou une librairie qui fait ce travail-là. Et ça, c'est important parce qu'en fait, à chaque fois que tu montes de version, si ça casse tout ton projet, clairement, tu vas pas pouvoir avancer. Deuxièmement, sur la gestion des montées de version, il y a un truc qu'on appelle les breaking changes, les changements cassants. Ça veut juste dire que potentiellement, en changeant de version, il va falloir mettre à jour ton logiciel parce qu'il y a certaines choses qui ne marcheront plus. D'où l'intérêt d'avoir des chemins de migration, mais il faut bien comprendre que quand une librairie introduit beaucoup de changements cassants, surtout sur des versions mineures, c'est que quelque part il y a peut-être un problème. Je te prends l'exemple de React Native pour ceux qui l'ont utilisé entre la 0.10 et la 0.15. À chaque fois qu'on mettait à jour React Native, dans ces anciennes versions qui sont quand même assez vieilles, c'était toutes les 2 semaines, il y avait toujours quelque chose qui allait pas, il y avait toujours quelque chose qui pétait. Et en fait, comment tu vas avoir confiance et pousser ça en production si en changeant de version, clairement, il n'y a plus rien qui fonctionne. Bien sûr, c'était un truc qui n'était pas très sec à l'époque, maintenant c'est beaucoup plus robuste. Je vois tous les devs React Native là, qui vont me sauter dessus. Mais dans l'idée, il faut que la gestion de version se passe de manière assez fluide, sinon ça peut te poser problème. On enchaîne avec la complexité. Est-ce que la librairie est complexe? Est-ce qu'elle vaut le coup? Finalement, tu vas utiliser une librairie pour gagner du temps, en général, pour ne pas avoir à redévelopper de gros morceaux de code, mais si cette librairie t'apporte, je sais pas moi, 100 et qu'en fait tu n'utilises que 5% de tout ce qu'elle t'apporte, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que tu pourrais pas t'en tirer en gagnant du temps, en développant juste ce dont tu as besoin? Ça, tu vois, c'est le genre de choses, on n'y pense pas forcément. Souvent, on est juste pressé de faire un npm install et de faire un import. Et peut-être que parfois, il n'y a pas besoin d'autant de choses que ça. Ça me permet d'enchaîner avec la facilité d'intégration, la facilité d'adoption. Donc ça, c'est essayer de comprendre et de voir à quel point la librairie est facile ou difficile à intégrer dans un software, peu importe les versions qu'on a et compagnie. C'est aussi à toi de voir
il faut tester chaque cas, hein. Et quand c'est une librairie qui a un gros impact sur ton système, il faut bien prendre en charge un chemin d'adoption et potentiellement un chemin d'abandon. Ça, c'est surtout intéressant quand tu prends des grosses décisions, hein, qui vont avoir un gros impact sur ton projet. Il faut aussi faire attention à ce qu'on appelle le couplage, c'est à quel point tu deviens vraiment dépendant de cette librairie. J'en ai parlé légèrement dans la vidéo précédente qui parlait d'architecture. Le couplage, tu peux l'éviter en faisant une sorte d'encapsulation. C'est comme si tu faisais une coquille autour de cette librairie qui te permet de changer la librairie sous-jacente qui tourne en dessous et en fait juste en adaptant le code de ta coquille. Je vais pas rentrer plus dans les détails, mais globalement il faut penser à ça et c'est une chose d'adopter, mais il faut peut-être penser aussi à la fois où potentiellement on voudra abandonner pour passer à autre chose. Alors je sais pas si ça t'est déjà arrivé, dis-le moi en commentaire si tu as déjà eu des problèmes avec un choix de librairie. Parfois tu trouves une super librairie qui est juste géniale, qui fait tout le taf dont tu as besoin. Tu essayes de l'installer sur ton projet, en fait tu te rends compte que ça marche pas. Et là tu te dis mais pourquoi ça marche pas? Mais en fait, parfois, tu vas avoir des problèmes de compatibilité, c'est aussi simple que ça. C'est qu'en fait, tu vas avoir des librairies qui sont faites pour fonctionner avec une version particulière de tel software ou une version particulière de tel framework. C'est des raisons techniques pour le coup qui s'entendent, hein. Parfois, tu as des fonctionnalités qui ne sont pas disponibles sur lesquelles potentiellement ta librairie va se baser. Du coup, toi, en tant que dev, tu vas devoir vraiment tester est-ce que c'est compatible avec ton système, est-ce que c'est compatible avec les navigateurs que tu dois supporter. Si c'est pas le cas, potentiellement, tu vas appeler ce qu'on appelle des polyfills, c'est des librairies qui vont venir combler les lacunes des anciens navigateurs potentiellement. Souvent, quand on parle de web, on parle de polyfill. Donc tout ça aussi, c'est à prendre en compte. Faut pas se jeter sur l'installation. Vaut mieux juste prévenir que guérir et éviter les problèmes au moment où tu passes en production. Alors un sujet qu'on aborde peu, ça va être le coût et les licences. Effectivement, une librairie, souvent quand c'est de l'open source, on estime que c'est toujours gratuit, ce qui n'est pas forcément le cas. Et tu peux avoir des librairies open source qui ont par exemple un pendant payant avec plus de fonctionnalités. Je te prends l'exemple d'AGGrid, qui est une super librairie pour faire des grids ultra performantes. Et c'est souvent utilisé dans le domaine bancaire parce qu'en fait, tu peux avoir, je sais pas moi, 50 colonnes avec 10 000 lignes avec des changements en temps réel dans tous les sens. C'est une librairie qui est à la base gratuite. Il y a une version open source, une version community et une version enterprise que tu vas payer, je crois, par nombre de développeurs ou un truc dans le genre. Je sais plus exactement c'est quoi leur pricing. Tout ça pour dire que potentiellement, parfois, tu as prévu d'utiliser une librairie et là, tu te rends compte que ça implique un coût. Bien sûr, si tu remets le coût vis-à-vis de toi en train d'implémenter la même chose, parfois, ça vaut largement son pesant d'or. Et donc, il faut parfois se poser la question, est-ce que c'est judicieux d'investir sur une librairie? Donc ça, encore une fois, c'est vraiment à toi de faire tes recherches, c'est à toi de voir. Au niveau des licences, je sais que c'est un sujet qui mériterait une vidéo entière. Il faut aussi faire attention parce qu'il y a certaines licences qui ne te donnent pas le droit d'utiliser pour des raisons commerciales. En général, tout le monde s'en fout un peu, pas grand monde fait attention à ça. D'ailleurs, toi, t'en connais combien des licences? Parce que, est-ce que tu es capable de m'en citer 3 là dans les commentaires? N'hésite pas à me mettre 3 noms de licences, voire 4 si t'es chaud. De tête, hein, bien sûr, pas besoin d'aller sur Wikipédia. Mais en fait, selon les licences que tu vas utiliser, tu vas avoir le droit de réutiliser le software pour en faire ce que tu veux. Tu vas avoir le droit de réutiliser le software et tu vas devoir potentiellement donner des crédits et citer le nom de la boîte ou du créateur de cette librairie. Il y a des trucs parfois un peu sombres, comme la licence AGPL, si je me souviens bien, qui a été utilisée pour React et qui t'empêchait potentiellement de poursuivre Facebook pour d'autres raisons parce que tu utilisais une de leurs techno. Je suis plus exactement sûr c'était quoi l'histoire, mais je sais que vis-à-vis de la concurrence, ça posait problème. Donc voilà, si tu as prévu de faire des millions comme Facebook, pose-toi la question, sinon c'est peut-être pas le plus intéressant. Encore une fois, c'est à toi de voir. Alors une chose que je vais regarder très rapidement, parce qu'en général, quand je regarde une librairie, mon premier réflexe, c'est de cloner le repository, de l'installer sur mon poste et de regarder un peu le code, de me balader dedans. Même s'il y a beaucoup de code, ça vaut le coup quand même parfois de jeter un œil, si tu veux, à voir un peu comment c'est fait sous le capot. Moi, mon premier réflexe, c'est d'abord de regarder est-ce qu'il y a des tests automatisés. C'est un truc tout bête, hein. Une librairie qui n'a pas de tests automatisés sur GitHub, c'est ce qu'on appelle une bombe à retardement. Pourquoi? Parce que, en fait, avec le nombre de contributions, tu vas pouvoir potentiellement modifier le comportement de la librairie sans t'en rendre compte et ça peut être un comportement qui n'est pas souhaité. Donc rien que pour ça, ça permet d'avoir un vrai filet de sécurité. Je sais que le testing, c'est un sujet à part entière, on peut l'aborder dans d'autres vidéos si ça t'intéresse. Et surtout, des tests bien écrits servent aussi de spécification. C'est aussi simple que ça. Côté architecture, je vais regarder un peu comment est agencé le code. Est-ce que les bonnes pratiques sont utilisées? Dans les gros projets, c'est très très souvent le cas. Mais tu verras qu'il y a souvent des petites librairies qui sont un peu faites à l'arrache, qui prennent en ampleur
et on n'a pas forcément le temps de réagencer bien le code. Je vais aussi regarder si la librairie elle est modulaire. Je te prends un exemple qui est ultra illustratif, je ne sais même pas si ça existe ce mot, c'est Lodash. Lodash, c'est une petite librairie utilitaire en JavaScript qui te permet de faire tout un tas de trucs. Ça peut être trier des objets, ça peut être manipuler de la donnée. Il y a plein de choses que tu peux faire avec Lodash, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ce qui est intéressant, c'est que tu peux importer chaque module indépendamment. Ça te permet d'éviter de charger toute la librairie quand tu as besoin que d'une seule méthode. Bah ça, c'est vachement appréciable pour des raisons juste de performance, hein. T'as pas besoin de charger toute la librairie. Ça, quand c'est possible et disponible, c'est toujours un plus. Je vais aussi avoir tendance à regarder s'ils utilisent les bonnes pratiques de code, tout ce qui est clean code. Est-ce que le code est vraiment fait à l'arrache ou pas? Parce que finalement, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que même si c'est pas toi qui l'as écrit, si le travail est mal fait, ce qui est rarement le cas, mais ça arrive, bah c'est du code que tu vas utiliser. Donc du coup, ça devient aussi de ta responsabilité. Et bien sûr, je vais essayer de me poser la question, est-ce que potentiellement il peut y avoir des problèmes de performance suite à l'utilisation de cette librairie? Là, je vais pas forcément y passer des heures et des jours et compagnie, mais je me souviens à l'époque quand j'étais sur du AngularJS, il y avait une librairie qui s'appelait UI Grid, je crois, qui avait un gros problème de performance. Elle avait des fuites mémoire, la librairie. Et en fait, selon la version que tu utilisais, tu pouvais avoir une app qui partait en live. Autre chose, je vais aussi regarder, est-ce que la librairie est un peu future-proof? Est-ce qu'elle se base sur des standards? Est-ce qu'elle implémente tout à l'arrache? Tu vois, c'est essayer de voir comment elle peut vieillir. Est-ce qu'elle a besoin de polyfills pour fonctionner? On en parlait tout à l'heure, il y a des librairies qui utilisent des fonctionnalités avancées. Je ne vais pas pouvoir les utiliser potentiellement sur tous les navigateurs sans rajouter des polyfills, ce qui va venir alourdir mon bundle. Et dernière chose, d'un point de vue technique, ça c'est un truc tout con, mais c'est la taille de la librairie. Non, t'as l'esprit un peu mal placé là, je parle juste de la taille en kilobits. Chaque librairie que tu rajoutes va augmenter le poids de ton application, surtout quand on fait du web, il faut en être conscient. Il y aura toujours quelqu'un pour te dire que c'est pas grave parce que les ordis sont puissants. Moi, je suis pas de cet avis-là. C'est un truc auquel il faut faire attention. Il faut vraiment que tu te poses la question, est-ce que tu en as vraiment besoin? Parce que ça peut aller très très vite. Maintenant, une fois que tu as choisi ta librairie, il va falloir faire ce qu'on appelle un POC. Un POC pour un Proof of Concept. L'idée, c'est de prendre déjà ta librairie sur une branche à part et de l'installer sur ton projet, de voir comment ça se passe. Moi, en général, je le planifie en 2 temps. Dans un premier temps, je vais faire un petit test sur moins d'une demi-journée. Je te dis ça, hein, si tu es en mode projet, c'est plus facile à vendre à ton manager. Je fais un premier test sur moins d'une demi-journée et j'essaie de voir si le quick win d'installer la librairie de base avec toutes les instructions de la doc fonctionne. Si oui, tu peux passer à la suite. Sinon, je reprévois une deuxième session qui peut aller d'1 à 2 jours, voire plus, où là, je vais essayer de rentrer dans les détails techniques, essayer de débugger, essayer de voir qu'est-ce que je dois mettre à jour dans mon projet, dans la façon dont j'utilise la librairie pour pouvoir la faire fonctionner avec mon système. Ça, c'est hyper important parce que ça te permet d'éviter les couacs en production et en fait, ça te permet d'adopter sereinement une nouvelle librairie, une montée de version ou autre. Donc, dans l'époque que j'ai décidé de faire pour mon projet, on en a deux. On va d'abord avoir FFmpeg et Video.js. FFmpeg, c'est une librairie en C++ qui te permet de manipuler de la vidéo. J'avais besoin de valider qu'elle fonctionne et j'avais besoin de valider l'utilisation d'FFmpeg depuis du code Node.js parce que je vais utiliser JavaScript comme langage back-end. Donc ça, c'est un POC que j'ai pu réaliser avec succès. Je te mettrai peut-être 2 secondes de la vidéo, mais finalement, le code, c'est pas ce qui va être le plus intéressant, surtout sur le POC. Une autre chose dont je n'ai pas parlé dans le choix de la librairie, c'est que FFmpeg, ça fait quelque chose que je ne sais pas faire, que je ne saurais pas faire en code. Je ne saurais pas développer une librairie qui te permet de manipuler directement de la vidéo sans faire énormément de recherche et monter en compétences. Ça, c'est quelque chose, je l'ai identifié dès le départ. Pourquoi me baser sur cette librairie? Parce que d'une, elle est open source, de deux, elle est énormément utilisée, et de trois, j'ai réussi à faire une intégration avec Node.js, donc je vais pouvoir mettre ça sur un serveur ou sur une fonction as a service. Donc clairement, je peux juste me reposer sur cette librairie et si jamais je vois qu'il y a des problèmes, potentiellement, j'essaierai de trouver une autre solution. Le deuxième POC que je voulais faire, c'était sur Video.js. Video.js, c'est une librairie qui te propose un lecteur HTML5 complètement customisable avec plein de contrôles et compagnie. Donc j'ai jeté un œil au code, le code est plutôt bien fait, il est assez conséquent, c'était vraiment costaud. Et du coup pour l'instant j'ai décidé de ne pas l'utiliser. Ouais, c'est une librairie, c'est censé me faire gagner du temps, ça permet de réutiliser du travail, mais en même temps ça m'apporte tellement que j'ai peur de patauger dans l'installation, dans la prise en main, dans le développement d'un plugin. Du coup je me suis dit je vais partir sur un petit lecteur from scratch et je vais vraiment faire un truc minimaliste, sachant que là, au niveau de l'étape du projet, le but d'abord, c'est de faire un premier prototype. Donc voilà, quand tu choisis une librairie, là, on a eu les deux cas. C'est un truc que je ne savais pas faire avec FFmpeg, un truc que potentiellement, je sais que c'était dans mon arbre de compétences, vu qu'un lecteur HTML5, c'est pas non plus la mer à boire.
Du coup, on a bien l'illustration de deux librairies, deux choix différents. Donc encore une fois, c'est vraiment une question de juste milieu. C'est à toi de voir, c'est à toi de tester les choses et d'essayer. Mais n'oublie pas de faire des POC par-ci par-là quand tu veux rajouter une librairie qui impacte un peu ton projet. Dernière chose sur Vidéo.js, j'ai décidé de rester sur du code from scratch et je l'ai testé avec une mini app en React.js qui me permet de lire un flux vidéo et d'accéder au contrôle de l'objet HTML Video Element. Parce qu'en fait, oui, dans le standard HTML5, il y a des objets qui me permettent de manipuler une vidéo dans le DOM et ça me permet aussi d'ajouter des contrôles pour faire le play, pause et compagnie. Dans tous les cas, vu que j'ai besoin d'un truc un peu custom qui va me permettre de sectionner des timecodes entrée-sortie, j'aurais dû développer un plugin, donc autant le faire sur un standard, j'ai moins de code à trimballer, et du coup, voilà. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit like et un commentaire, finalement c'est le meilleur moyen de me mettre en avant vis-à-vis de l'algorithme. Tu peux me donner par exemple ton avis sur comment tu choisis une librairie, quelles sont les étapes par lesquelles tu passes avant de rajouter une librairie dans ton projet. Si t'es toujours pas abonné, n'hésite pas non plus, c'est un seul clic et ça te permet de recevoir une notification à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. L'épisode 4 arrive très vite, j'ai pas mal de surprises, on parlera un peu de technologie et moi je te dis à bientôt sur Captain Dev. Ciao!